Et pour ce Zoom du jour, je suis ravi d'accueillir Gérard Bardy pour son ouvrage De Gaulle parle aux Gilets jaunes et à Macron. C'est aux éditions Télémac. Gérard Bardy, bonjour. Bonjour. Vous avez été rédacteur en chef adjoint à l'agence France Presse, communément appelée l'AFP. Et vous avez également contribué au Pèlerin Magazine. Et donc vous sortez cet ouvrage De Gaulle parle aux Gilets jaunes et à Macron. À travers cet ouvrage, vous retracez l'origine du mouvement des Gilets jaunes en faisant le parallèle avec mai 68. Est-ce que ce parallèle vous a semblé immédiatement évident ? Le parallèle avec mai 68 est compliqué, bien évidemment. Deux époques, deux France, on pourrait dire. Et puis deux personnages. Non, ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont De Gaulle a su sortir en 6 semaines de la crise de 1968, qui était une crise profonde, une vraie crise de quasi-civilisation, en tout cas de génération, avec les universités qui étaient bloquées, des violences dans les rues et les usines qui étaient paralysées. Et en 6 semaines, on a trouvé les moyens du dialogue et les moyens de remettre la machine France en marche. Et puis, aujourd'hui, avec le mouvement des Gilets jaunes, que je ne soutiens pas à 100% toujours, parce qu'il y a des excès, des débordements, des violences acceptées, tolérées, voire encouragées, que je ne peux pas soutenir, évidemment. Mais il s'agit d'un mouvement profond qui doit être entendu, nécessairement entendu. Et là, même si le nombre des manifestants décroît de façon quasi permanente et importante, le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, est incapable d'apporter une réponse claire, autre que l'envoi des forces de l'ordre. C'est nécessaire, les forces de l'ordre, contre ceux qui cassent, contre qui font des violences dans la rue. Je ne parle pas des Black Blocs, évidemment. Mais il y a une autre réponse à apporter. Et on a traîné ce mouvement pendant 6 mois, 8 mois, et ça risque de recommencer. Il n'est pas tout à fait terminé, même. Il n'est pas tout à fait terminé. Je pense qu'il y a encore des braises qui couvent sous la cendre et qu'à la rentrée, on risque d'avoir une réactivation de tout cela. Alors, c'est la considération que l'on a pour le peuple. Ça se résume à ça. Moi, je ne suis pas l'avocat du général de Gaulle. C'est mon 6e livre sur ou autour du général de Gaulle. Mais néanmoins, je crois bien connaître le personnage. Il y avait le respect du peuple. Il y avait le recours au peuple, ce qu'il a fait d'ailleurs, le moment venu. Parce que n'oublions pas qu'en 1968, on a dissous. On a donné la parole au peuple, et d'ailleurs qui a envoyé une chambre introuvable, immensément gaulliste, très majoritairement gaulliste. Mais c'était un coup de poker. C'était je réponds aux attentes sociales, parce qu'en 68, certaines étaient légitimes. On a donné un coup de pouce au SMIC, on a donné un coup de pouce au bas salaire, plus qu'un coup de pouce au SMIC, hein, souvenez-nous, c'était 30%, c'était considérable. Les plus bas salaires, 20%, immédiatement ou sur 2 ans. Et puis, on a réglé un certain nombre de problèmes de fonctionnement à l'intérieur de l'université. Aujourd'hui, on ne sait rien donner de façon concrète et claire. On a mis quelques milliards sur la table, très bien, mais vers qui, pourquoi faire? Et ça, on sait bien que ça ne fonctionne pas. Donc, ce sont ces 2 méthodes que j'ai analysées dans ce pamphlet. C'est plus qu'un livre, je préfère l'appeler un pamphlet, parce que j'ai pris le parti de critiquer assez vivement Emmanuel Macron, non pas la personne, mais le président, ses méthodes, les décisions, cette façon hautaine de regarder le peuple, et cette façon assez détestable d'ignorer la France. Mais est-ce que, alors je ne veux pas me faire l'avocat d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il n'est pas obligé de prendre cette hauteur avec la période actuelle ? Entre mai 68 et novembre 2018, 50 ans sont écoulés, la période n'est pas la même, la France n'est pas la même. N'y a-t-il pas un changement de politique nécessaire entre la France du général de Gaulle et la France d'Emmanuel Macron ? Bien sûr qu'il y a une évolution absolument nécessaire. Il n'empêche que même si les temps ont changé, même si l'époque a changé, même si il y a des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le respect du peuple.
Il n'y a pas de légitimité à la tête de l'État sans un minimum de soutien du peuple. Je le dis dans ce livre, à plusieurs reprises, De Gaulle disait « Mais que serais-je s'il venait à me manquer le soutien du peuple ?» Donc, un an après 68, alors que la crise était derrière lui, ce référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat était une façon de valider la crédibilité de Gaulle face au peuple, sa légitimité pour conduire la France. Donc, tout vient du peuple et tout doit partir malgré tout du peuple, avec, encore une fois, des différences importantes de situation. Mais je crois vraiment qu'il manque à l'actuel président de la République pas le sens de l'État, mais le sens du peuple. Je crois que c'est un monde qu'il ne connaît pas. Je crois que le monde d'Emmanuel Macron, c'est celui de la haute finance, de la mondialisation, de l'Europe intégrée, plutôt les gagnants, quoi, les premiers de cordée. Mais il n'y a pas que des premiers de cordée en France. Il faut respecter, écouter, soutenir les premiers de cordée, parce que c'est eux qui tirent la machine France, c'est évident. Mais il ne faut pas ne voir qu'eux et mépriser tous les autres. Alors, mépriser ou donner le sentiment de les mépriser. Vous débutez votre pamphlet, comme vous l'appelez, par un témoignage de Gilets jaunes, puisque vous êtes professionnel donc, de la presse, et vous avez voulu voir vous-même sur le terrain ce qu'étaient les Gilets jaunes, et donc vous débutez avec cette citation, et une référence immédiate au général de Gaulle. Certains Gilets jaunes, de nombreux Gilets jaunes, n'ont pas connu le général de Gaulle. Pourquoi revenir systématiquement et prendre pour exemple le général de Gaulle ? Si aujourd'hui, le général de Gaulle, dans les études d'opinion, apparaît, et de loin, comme le plus grand président de la République, au tout au moins de la Ve République, ou de l'histoire du XXe siècle, c'est pas que par ses décisions, c'est aussi par son comportement, par sa rigueur, par sa morale, par son intégrité, par son respect du peuple, la consultation du peuple. N'oublions pas que c'est lui qui a inventé l'élection du président de la République au suffrage universel. Ce n'est pas rien. C'est tout cela qui fait que sa stature aujourd'hui en impose. Alors que chez lui, il n'y avait pas d'arrogance, il n'y avait pas les fastes comme on les connaît aujourd'hui. Quand même, 39 millions d'euros dépensés pour le G7 à Biarritz. Pourquoi ? Pour quel résultat ? Sauf quelques belles photos qui permettent à l'actuel chef de l'État de se grandir à côté de présidents de plus grande puissance. Enfin, il y a beaucoup de communication. De Gaulle fuyait les journalistes. Aujourd'hui, tout le monde cavale derrière un 20h et maintenant les tweets et j'en passe. Donc là, on en revient au changement de période. Oui, on est dans une autre. Alors oui, mais je crois que les tweets c'est bien, ça répond à l'époque, à l'ère du temps. La communication c'est bien, mais avant la communication, ce qui est plus important, c'est l'action. Et les Français ne s'y trompent pas. Regardez, là, hier, on nous dit « Ah, Emmanuel Macron, tout va bien pour lui, il a retrouvé sa cote de l'année dernière à 34% de satisfait. » Mais c'est pas ça l'information. L'information, c'est que 66% des Français ne sont pas contents du président de la République. On est en train d'inverser le sens de l'information. L'information, c'est pas qu'il a retrouvé son niveau médiocre d'il y a un an. C'est qu'il n'arrive pas à convaincre plus d'un tiers des Français. Et tout est comme ça. On ne fait pas on ne gouverne pas qu'avec de la com. La com fait partie de notre époque. On ne peut pas faire sans de la communication. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut faire avec ou sans Twitter ? Je pense franchement qu'on pourrait se passer de ces bazars qui permettent de dire tout et n'importe quoi. La pensée, souvent, elle ne se résume pas en 43 ou 47 caractères. Alors, il y a une façon de gouverner avec la communication, mais il y a le rôle aussi des journalistes dans ce jeu. Vous parlez à un journaliste qui a quelques dizaines d'années de vie professionnelle, tant à l'agence France Presse que chez Bayard Presse notamment et ailleurs. Et vous parlez à un journaliste bien triste, parce que je ne reconnais plus les médias
dans les médias d'aujourd'hui, la profession qui fut la mienne, qui reste la mienne, parce que il n'y a pas de recul suffisant, il n'y a pas de moyen d'avoir une vraie indépendance, on le voit bien. Et d'ailleurs, c'est tout à l'honneur des médias qui cherchent à se distinguer en manifestant une plus grande indépendance. Et cette chaîne en est un exemple. Aujourd'hui, il y a trop de suivisme, il y a trop de... c'est pareil, dans les chaînes de télévision, on cherche des jolies filles qui ont les épaules découvertes, y compris en décembre, pour présenter les programmes. Moi, je préfère un vieux journaliste moche, mais qui a une vraie expérience, une vraie culture sociétale, historique, etc., et qui va faire du journalisme et pas de la présentation de textes écrits par un autre, simplement en faisant des sourires aux téléspectateurs. On est, encore une fois, plus sur la forme que sur le fond. Et moi, je trouve qu'une société, c'est bien gentil de la peindre de toutes les belles couleurs de l'arc-en-ciel, mais ce qui compte, c'est le fond. Aujourd'hui, c'est la presse qui gouverne ? La presse ne gouverne pas, ça serait trop beau. On disait jadis qu'elle était le 4e pouvoir. Aujourd'hui, elle est la béquille du pouvoir. Il y a tellement de connexions entre le pouvoir et la presse aujourd'hui, les médias d'une façon générale, pas que la presse écrite. Les médias, d'une façon générale, on le voit bien avec certaines chaînes d'information continue que je ne citerai pas par charité chrétienne. On les connaît bien. Mais où c'est caricatural. C'est caricatural. Et dire hier que le sommet de Biarritz a été un grand succès diplomatique pour le chef de l'État, simplement parce que Trump a dit qu'il rencontrerait peut-être l'Iranien et que sur la taxation des GAFA, peut-être il envisagerait peut-être, envisager peut-être, de renoncer à la taxation sur les vins français. Donc avec 2 hypothèses, on en fait un grand succès diplomatique. Mais où sont les journalistes ? Où est leur sens critique ? Où est leur dignité professionnelle ? Moi, je m'inquiète. Moi, je suis président d'honneur de l'Union de la presse francophone, section française, que j'ai présidée. Je vois comment fonctionnent les journalistes aujourd'hui. Ils sont pour beaucoup précaires, donc ils tiennent un peu à leur siège, et puis ils sont formatés d'une telle façon que ils n'ont pas trop envie de déplaire. Alors il y en a quelques-uns qui quand même se distinguent, Dieu merci, mais l'immense majorité aujourd'hui des journalistes sont alignés. Un quotidien comme Le Figaro aujourd'hui, il devrait avoir une plus grande audience s'il avait un peu plus de personnalité. Pour revenir donc à votre ouvrage De Gaulle parle aux Gilets jaunes et à Macron, on a bien compris tout à l'heure que la différence entre le général de Gaulle et Emmanuel Macron, c'était la gestion et l'écoute du peuple. Est-ce que vous pensez que si le général de Gaulle gouvernait aujourd'hui à la place d'Emmanuel Macron, la crise aurait été tout autre ? Je crois que la crise n'aurait pas pu prendre cette ampleur pour un certain nombre de raisons. Je ne suis pas sûr que De Gaulle se serait entraîné dans cette Europe-là. Je suis même certain du contraire. Quelle Europe ? L'Europe sans autre fonction, sans autre objectif que d'en faire un grand marché et un bloc économique. C'est sans doute nécessaire face à la mondialisation de l'économie. Mais l'Europe, c'est d'abord, avant tout, l'Europe des peuples et l'Europe des nations, l'Europe de la civilisation, l'Europe de l'histoire. Et ça, aujourd'hui, on l'oublie complètement. Donc il y a ce côté technocratique très loin du citoyen qui désespère, qui fait peur. Aujourd'hui, la mondialisation telle qu'elle est, non seulement acceptée, mais encouragée par nos dirigeants, c'est bien avant Macron, ça a commencé bien avant Emmanuel Macron. Ça inquiète. Plus vous êtes fragile, socialement, intellectuellement, plus vous avez besoin de sécurité. Et la sécurité, c'est quoi ? C'est, pour faire une caricature, le clocher. Mais le clocher, c'est le symbole d'une histoire, d'une civilisation, d'un mode de vie. Et aujourd'hui, on a
tout cela qui est remis en cause. C'est ce que vous appelez la fracture identitaire ? Bien sûr, la fracture identitaire. Quand on voit, je rentre de Hongrie. Alors je sais qu'on dit beaucoup de mal de Orban. C'est la grande mode des journalistes français. Encore une pierre que je jette dans leur jardin. Mais qu'ils aillent voir comment fonctionne la Hongrie. Par bien des aspects, la Hongrie, c'est un pays qui tourne bien, dans lequel on a vraiment envie de vivre. C'est un pays où il y a de la discipline, où il y a une préférence nationale pour l'emploi, où il y a un petit peu d'immigration maîtrisée. Donc si elle est maîtrisée, elle est intégrée. On se donne les moyens d'accueillir les immigrés qu'on laisse entrer. Les autres, on leur dit, mais il n'y a pas de place pour vous. Il y a tout. Et aujourd'hui, c'est pas le but de notre propos. Je veux pas trop insister sur le problème de l'immigration massive, continue. Vous en parlez ? Bien sûr, parce que le problème de l'immigration musulmane est un vrai problème. On a peur d'en parler, les journalistes ont peur d'en parler. Ils vous disent qu'il se passe telle et telle chose dans tel quartier de la Seine-Saint-Denis, sans jamais vous dire que ça concerne quartiers populaires. Des quartiers populaires. Les quartiers populaires, aujourd'hui, le peuple français mérite une autre dignité que d'être ramené à ces quartiers populaires. Le peuple français, c'est pas, passez-moi le mot, le bordel des quartiers populaires. Les zones de non-droit du quartier populaire. Moi, je suis un fils d'une famille populaire, avec de la dignité, avec de la transmission des valeurs, avec un certain nombre de fiertés nationales. Je ne suis pas un nationaliste, je ne suis pas pour chasser tous les étrangers de France, c'est pas du tout ça. Il y en a un certain nombre qui ont le droit de venir travailler chez nous, d'être intégrés, et il n'y a aucun problème. Encore une fois, l'Union de la presse francophone regroupe tellement de pays, notamment d'Afrique, que je suis assez qualifié pour en parler. Le tout, c'est qu'une immigration, ça se régule, ça se contrôle, ça s'accueille. Et si on n'a pas les moyens de faire ni l'un ni l'autre, on arrive aux craintes, justifiées ou non. Il peut y avoir des craintes non justifiées qui aujourd'hui inquiètent le peuple français. Et c'est ce peuple qui était dans la rue. Les Gilets jaunes, c'est l'expression d'un malaise du peuple français dans ses profondeurs, lié aux évolutions économiques qui mettent des gens sur le carreau, à l'euro qui a quand même appauvri un certain nombre de Français, avec un pouvoir d'achat qui a été beaucoup érodé, avec une précarité de l'emploi et avec un certain nombre de désordres dans ce que l'on appelle les quartiers. Il y a quand même en France plus de 800 quartiers aujourd'hui où la police et les pompiers ne peuvent plus entrer, ou alors sauf à se faire caillasser. Plus de 800 quartiers. Sur 100 départements, ça veut dire qu'il y a plus de 8 quartiers par département, y compris départements ruraux comme la Creuse qu'on met dans les statistiques, ou la Corrèze. Et donc, vous voyez, c'est quand même important. C'est tout ça qui inquiète. Eh bien, je dis que De Gaulle aurait conduit une politique qui n'aurait pas conduit le peuple à cette crainte, à cette désespérance parfois, désespérance conduisant à la violence. Alors, pour le schéma, le raccourci va peut-être être un peu grossier, mais la politique de Gaulle a également conduit à mai 68. Mais la politique de Gaulle, elle a conduit à mai 68. Il y avait, je vous l'ai dit, une crise de civilisation qui allait bien au-delà et de générations. La France n'était pas la première à connaître la crise. Quand mai 68, quand les événements ont éclaté en France, ils avaient déjà éclaté dans un certain nombre de pays dans le monde, avec la même violence et tout. Bon, une crise, elle peut se présenter à n'importe quel pouvoir. Elle s'est présentée à De Gaulle avec la forme que l'on sait. Le tout, c'est de répondre à une crise et d'en tirer les conclusions et de bien analyser le pourquoi. Je crois que ça a été fait à l'époque. Et puis, on a bien vu quand même que quand 1 million de personnes ont descendu les Champs-Élysées pour sauver De Gaulle après les événements de 68, qu'il y avait quand même que le mouvement populaire, il était puissant pour soutenir le pouvoir en place. Aujourd'hui, on revient à notre sondage, qui est un sondage fait pour une chaîne amie du pouvoir. 34% soutiennent le président de la République, ce qui est quand même peu. C'est difficile de diriger la France en n'ayant qu'un tiers des gens derrière vous. Et maintenant, quel regard vous portez sur le futur ? Parce qu'on voit mai 68,
On a vu également la crise de 95 qui était un peu moindre, la crise de 2018. Est-ce que le peuple français est destiné à systématiquement se révolter et entrer en crise ? Je ne vois pas comment, tôt ou tard, une révolte, je dis bien révolte, de plus grande ampleur ne surviendra pas. Car... Qu'est-ce que vous entendez par plus grande ampleur ? Avec plus de gens déterminés, plus de gens dans la rue, plus de gens... Des morts ? Non, ça, il faut toujours exclure et faire en sorte que ceci soit banni, empêché. Mais la gestion de la crise, la gestion d'une crise, conduit ou non à faire des victimes. Là, la crise dont nous sommes à peine sortis des Gilets jaunes, elle a fait quand même beaucoup de victimes. Certaines victimes qui ont perdu un œil et tout se sont un peu exposées et tout. Mais ce ne sont pas les Black Blocs qui ont dérouillé, curieusement. Ce ne sont pas les Black Blocs que vous retrouvez avec un œil en moins ou avec une amputation, etc. Ce sont bien un certain nombre de Gilets jaunes. Moi, j'ai été témoin de plusieurs manifestations, puisqu'en qualité de journaliste, j'ai voulu assister à plusieurs manifestations dès le début du mouvement. Les 3 premières. Les 3 premières, une en banlieue, une à Paris, une en province. Et je vous assure que j'ai vu, moi qui suis fils de gendarme, frère de gendarme, j'ai vu un spectacle qui m'a fait honte, c'est des charges de police lancé contre des gilets jaunes pacifiques qui avaient plutôt les cheveux blancs comme moi, le même âge que moi, alors que c'était des gens qui manifestaient sans aucune violence. Avec 1 heure après, un communiqué de M. Castaner disant que les forces d'extrême droite étaient en train d'être matées sur les Champs-Élysées. En définitive, ceux qui étaient matés, c'était des gilets jaunes plutôt seniors et pacifiques. Et ceux qui n'ont pas été matés, c'était les Black Blocs qu'on a pratiquement laissé accéder aux Champs-Élysées, je prends mes responsabilités, pour casser et discréditer le mouvement. Le gouvernement, aujourd'hui, M. Castaner, n'est pas clair dans ce dossier. Une mission parlementaire serait la bienvenue pour refaire toute la synthèse de cette histoire, dès le début. Vous voyez bien sur les différentes missions, sur les rapports de l'IGPN, par exemple, si on reprend l'affaire de Steve Canisso à Nantes, finalement, il y a une enquête de l'IGPN qui dit il n'y a pas de souci avec l'intervention policière. Est-ce qu'elles ne servent pas à rien, ces missions parlementaires ou ces investigations de l'IGPN ? L'IGPN, dans le contexte actuel où quand même tout le milieu, le système policier et judiciaire est bien verrouillé, ou sont bien verrouillés, on ne voyait pas l'IGPN condamner les policiers. Aujourd'hui, il faut effectivement se poser des questions sur ces outils de contrôle, parce qu'on fait contrôler des policiers par des policiers. Peut-être que ça serait intéressant d'ailleurs de faire contrôler les policiers par d'autres personnes que des policiers. Une commission mixte, parlementaire, magistrat, que sais-je. On n'en est pas là. Finalement, à vous lire et à vous entendre, on pourrait résumer votre livre à De Gaulle parle à Emmanuel Macron. Oui, c'est surtout ça. C'est dans le contexte de la crise des Gilets jaunes où j'ai voulu établir ce dialogue, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de citations du général de Gaulle qui semblent directement s'adresser à Emmanuel Macron. Lui dit tous les excès de jeunesse, les péchés d'orgueil, etc. Il faut prendre de la distance. On n'est pas, ou alors plus loin, on n'est pas légitime face au peuple si on ne le respecte pas dans sa façon de se comporter. Ou sur la communication aussi. De Gaulle dit on ne fait pas la France en faisant des commentaires dans les médias, dans les cafés autour des ministères. Et d'ailleurs, il tensait ses ministres chaque fois qu'il lui revenait qu'ils étaient tous les midis fourrés avec des journalistes pour faire passer des messages. Pour conclure, en fait, il y a tout à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir, mais ça, je crois que ce n'est pas une découverte.
Merci beaucoup, C'est Gérard moi qui Bardy, vous d'avoir remercie. été avec nous sur TV Liberté. Je rappelle, votre ouvrage De Gaulle parle aux Gilets jaunes et à Macron, et c'est aux éditions Télémac. Merci beaucoup. Merci.